Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. Alors ça fait un petit moment que vous l'attendez, ça fait un petit moment que je dois la faire comme je dis toujours. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés également, ça me fait super plaisir de voir que la chaîne avance quand même pas mal, il y a beaucoup de projets à venir, il y a beaucoup de vidéos à venir, ne vous inquiétez pas, là ça vient. Donc comme je vous ai dit, on va partir sur la vidéo sur les lasers cette fois-ci. Donc laser GRBL, je vais vous faire un tutoriel complet sur laser GRBL, comment le paramétrer, comment trancher un fichier, enfin comment préparer un fichier pour de la découpe ou pour de la gravure. Alors je vais vous montrer également tout ce que j'ai fait avec cette machine là. En fait là aujourd'hui ça va être la Hortur Master 2 Pro que je vais utiliser, mais les réglages sont valides sur toutes les découpeuses et graveuses laser que vous trouverez en Chine, genre la Atomstack A5 Pro. De toute façon je vais vous montrer également ce que j'ai fait sur la Atomstack A5 Pro, et j'ai reçu entre temps une autre graveuse laser que je vous présenterai du coup dans la semaine. Je vais vous la déballer, c'est la Longer Race 5. Du coup, les réglages que je vous fais aujourd'hui seront valides pour toutes les graveuses et découpeuses laser que vous allez utiliser. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on va faire sur laser GRBL, vous aurez juste à le copier sur une carte SD si vous avez une machine avec écran ou clé USB, mais vous pourrez également l'utiliser sur des machines en port USB, comme par exemple là, la Hortur. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais vous montrer comment on installe le driver de la Hortur, tout simplement parce qu'il y a un driver installé sur laser GRBL pour que en fait, la machine reconnaisse le port USB de la Hortur. Parce que de base, la Hortur, elle utilise... sur certaines machines, c'est du CH340, hein, par exemple la Atomstack A5 Pro. Là, on est sur une machine qui utilise un autre système. En fait, c'est pas du CH340, c'est du STM32. En fait, du coup, le pilote doit être différent. Et du coup, il faut installer le pilote STM32. Alors, ce pilote-là, vous le trouverez sur le site de la Hortur. Du coup, ils sont dans les fichiers à télécharger. Après, vous n'allez pas avoir grand chose à faire, hein, si ce n'est que, en fait, une fois que le pilote sera installé, vous allez brancher la machine et laser GRBL reconnaîtra le port COM de la machine et vous n'aurez plus qu'à vous connecter sur cette machine-là. Alors, la Hortur, du coup, Laser Master 2 Pro, je vais vous présenter ce qu'elle est capable de faire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette machine-là, ce qu'elle est capable de faire, la Atomstack A5 Pro est également capable de le faire puisque les lasers ont la même puissance. Alors après, je vais vous donner quelques petites informations qui seront également valides pour la Longer Ray 5 que je vais vous présenter dans la semaine. La Longer Ray 5 et la Atomstack A5 Pro ont quasiment la même tête laser, ce qui veut dire que les découpes et les gravures seront exactement les mêmes. Sur la Hortur, on a une focale qui est un peu plus loin et on n'a pas d'espèce de buse au niveau de la lentille. Ce qui se passe, c'est que du coup, comme on n'a pas cette buse-là, on n'a pas d'air forcé quasiment au niveau de la découpe et de la gravure. Ce qui fait que du coup, pour la découpe, j'aurais tendance à privilégier la Atomstack A5 Pro et la Longer Ray 5 que je vous présenterai dans la semaine. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, la Hortur, elle est très très bien aussi pour de la découpe, mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai remarqué que Hortur, entre-temps, ils ont sorti une autre tête laser avec une petite buse. Et cette petite buse, ce qui se passe, c'est qu'en fait, elle canalise tout le flux d'air qui est soufflé par le ventilateur qui refroidit en fait la diode. Ce qui se passe, c'est que du coup, on a une prise d'air forcée, on a besoin de ramener des tubes avec des compresseurs à côté. Et franchement, j'ai regardé sur la Ray 5 et sur la Atomstack A5 Pro, les découpes sont meilleures. Sont meilleures que la Hortur. Par contre, niveau gravure, là, la Hortur les éclate toutes les deux. Tout simplement pourquoi? Parce que la Hortur, elle a le firmware qui est débloqué et au final, elle est beaucoup plus rapide. On peut monter jusqu'à 10 000 mm par minute, ce qui n'est pas rien, ça bombarde. Et croyez-moi que la différence de temps, les deux autres sont bridés à 3000. 3000, on est à fond, on peut pas aller plus vite. Ce qui se passe, c'est que du coup, quand on fait de la gravure en pleine puissance, sur certains matériaux, on va brûler sur les deux autres, que sur celle-ci, on va pas brûler. On va justement avoir la possibilité d'aller beaucoup plus vite à 100%. Et c'est là où, en fait, la Hortur, du coup, pour ce côté-là, elle est mieux. Mais on n'a pas d'écran. Et j'avais fait la modif sur la Atomstack A5 Pro, mais de base, vous n'avez pas d'écran. Et du coup, Atomstack, ils ont sorti un nouveau modèle avec un écran. Là, c'est la X7 Pro. Je ne sais pas si je l'aurai un jour ou si je pourrais vous la présenter. Mais du coup, aujourd'hui, on va parler de la Hortur Laser Master 2 Pro. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va passer sur Laser GRBL et on va faire le tutoriel complet. On va lancer des projets sur la Hortur. Je vais vous montrer des petites découpes rapides pour pas faire une vidéo qui dure 10 ans. Comme ça, vous verrez à quoi ça correspond, les petites découpes qu'on va paramétrer là. Et ensuite, tous les réglages que je vais vous dire, ça sera à vous aussi de créer vos réglages par la suite, mais je vais vous montrer les bases. Allez, c'est parti pour Laser GRBL. Donc, on va utiliser plusieurs logiciels. Dans un premier temps, on va utiliser Laser GRBL pour créer les fichiers de découpe et de gravure pour utiliser sur les lasers. Mais avant tout ça, il va falloir soit créer un fichier, soit aller chercher des fichiers par vous-même sur Internet. Si vous voulez trouver des fichiers, par exemple des PNG, des photos ou même d'autres projets que vous voulez par exemple graver. Regardez, par exemple, on va prendre une image. Par exemple, ça, c'est une image que ma femme a dessinée. Vous voyez, quand je double-clique dessus, ce qui se passe... Alors, avant de parler de ça, il va falloir regarder aussi le format du fichier. Vous voyez que, par exemple, ici, c'est un JPEG. Je peux avoir aussi des PNG. Alors, les PNG, vous voyez, par exemple, ça ne va pas les reconnaître de la même façon, vu qu'un PNG, de base, c'est transparent. C'est pratique pour des logos.
Si vous voulez utiliser des PNG, justement, regardez bien que quand vous trouvez des PNG, ils soient transparents, que l'arrière soit complètement vide. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir que le logo. En n'ayant que le logo, on peut générer du coup un fichier de découpe directement, alors que si on avait un fichier, par exemple JPEG, sur un JPEG, le fond n'est pas transparent. Vous voyez que ici, si je génère un fichier de découpe, ce n'est pas du tout pareil. Là encore, l'image est noire et blanche, donc ça arrive à la reconnaître, mais si je fais par exemple une gravure, là, ça va aussi me graver le fond. Alors que sur un PNG, on ne va pas graver le fond, on va graver uniquement le logo. Là, vous voyez, ça va graver uniquement ça. Il n'y a pas de dégradé ou de blanc qui n'est pas transparent ou quoi que ce soit à l'arrière. Là, on va vraiment graver que le logo. Ça, c'est important à regarder hein, si vous utilisez des PNG qui soient bien transparents, si vous voulez uniquement le logo. Si vous faites que de la gravure, je veux dire. Si vous faites de la découpe, après, c'est pas pareil. Là, par exemple, comme c'est un logo uniquement simple, un noir sur du blanc, enfin sur du transparent, là, on peut faire carrément une découpe du logo. Alors que sur une image où il y a des dégradés, par exemple, je vais prendre, je sais pas, une photo. Si je prends une photo, par exemple, ici, vous voyez que là, si je veux faire de la découpe, par exemple, on a tout l'arrière qui va faire des artefacts et tout. On ne pourra pas découper uniquement l'image. C'est pour ça que là, on pourra s'en servir, par contre, pour faire de la gravure. Là, on peut graver, par exemple, toute cette image, comme si c'était une photo sur un bout de bois, ou sur du plexi, ou sur ce que vous voulez graver. Vous pouvez graver sur du cuir, sur pas mal de matériaux. Alors après, les matériaux, ça, on en parlera juste après. Dans un premier temps, je vais vous parler tout de suite de comment générer des fichiers pour la gravure et aussi pour la découpe. Alors, on va commencer par la découpe parce que c'est tout simplement le plus simple. Du coup, on va prendre un fichier. Alors là, je pars du principe qu'on a déjà un fichier, qu'on sait déjà ce qu'on veut découper. Par exemple, je veux découper le logo Harry Potter qui est ici. Là, je vais générer un fichier ici. Bon, alors la luminosité, le contraste, on n'a pas besoin d'y toucher puisque c'est un fichier qui est déjà noir et blanc. On peut inverser, mais ça ne changera rien puisque justement l'arrière est déjà transparent, donc ça ne fera rien. Ça, c'est pratique quand on fait de la gravure, ici, la version des couleurs. Vous pouvez agrandir également cette fenêtre-là hein, pour avoir plus de précision sur ce que vous faites. On va aussi regarder notre fichier. Il se peut que, par exemple, on a des détails arrondis ici, sur des petites zones. Il se peut que le logiciel, ça soit pas coché. Quand c'est pas coché, ça crée carrément un truc droit. Des fois, ça crée... Vous voyez ici, par exemple, c'est pas précis, c'est pas propre. Si on veut quelque chose de vraiment propre, ça va être surtout de bien préparer le fichier de base qu'on va utiliser avant. Ou alors avec un PNG, malheureusement, on n'aura pas quelque chose de précis. C'est pour ça que juste après, je vais vous montrer comment on utilise un fichier SVG qu'on aura généré sur Inkscape ou qu'on aura été téléchargé directement sur Internet, qui sera prévu et traité directement pour faire des belles découpes. Donc du coup, on peut cocher la case lissage ici. Vous allez voir que ça va lisser le plus propre possible. Ici, les zones qui étaient un peu droites. Tout simplement parce que pour faire des arrondis, on est obligé de générer des segments. Et ce qui se passe ici, en fait, ça crée des segments pour simplifier la géométrie. Du coup, en cochant le lissage, on améliore. On peut également optimiser un peu plus. Hein. Plus vous augmenterez le lissage, plus les formes en fait qui seront toutes petites là seront arrondies. Pour augmenter, vous voyez ici par exemple, c'est pas très précis. On peut monter peut-être à 4. Et on va optimiser un petit peu plus. Vous voyez, la zone ici, c'est simplifié. Si je décoche, vous allez voir la différence. Vous voyez, ça a simplifié la zone. Ça, c'est pratique quand on a des objets qui sont un petit peu trop déformés. Après, on peut optimiser la qualité et on peut optimiser le chemin. Ça, c'est pour la machine également qui fera un meilleur chemin, qui sera, au final, elle va tracer le plus propre qu'elle peut faire en optimisant les mouvements. Donc là, du coup, on a notre logo qui est à peu près pratiquement prêt. Moi, je vais redescendre un petit peu parce qu'on perd en qualité du logo. Au final, on peut redescendre un petit peu ici. Vous voyez, on perd vraiment en qualité. Là, c'est pas trop mal. Franchement, ça se verra pratiquement pas si le logo est tout petit. Par contre, si vous faites une grande découpe, là, on peut voir que des fois, les défauts se verront. Voilà. Donc du coup, on va dire que notre fichier de découpe, là, est prêt. On va cliquer sur Suivant. Et ici, on va avoir un petit panel qui va s'ouvrir. Et là, on va avoir plusieurs choses à régler. Alors, ce logo, il peut avoir une taille par défaut. Que, par exemple, si vous voulez faire des tests de découpe et que vous s'en foutez de la taille, en fait, on va utiliser la taille par défaut. On peut cliquer ici sur taille automatique. Ça va nous générer une taille pour laquelle le logiciel, par exemple pour les 300 dpi ici, il va générer une taille qui correspondra à quelque chose de plus optimisé, de plus précis. Quand on a cliqué sur taille automatique, pour lui, cette taille-là serait de 65 par 59 pour avoir le logo dans les meilleures qualités possibles. Si vous augmentez trop un logo qui est tout petit de base, vous allez avoir des artefacts encore plus prononcés et ça sera dégueulasse. Alors que si justement vous utilisez la taille automatique, il va vous générer, par rapport à la taille du fichier d'image qui est sorti, on avait cette taille-là qui était sur le PNG, hein, cette taille-là. Le PNG, ici, il était de 65 mm par 59 mm.
Alors ici c'est en millimètres. Hein. Du coup, la machine que vous allez utiliser va aussi générer, par exemple, une position. Vous allez générer une position sur votre machine, mais ça, je vais vous le montrer après aussi comment positionner l'origine sur la machine laser pour déclencher notre fichier. Ici, notre origine sera de x0 et y0, c'est-à-dire qu'en fait, cette position-là sera le coin tout en bas, à gauche. Ce coin, ce sera la position 0. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez mettre votre tête laser à 0, que vous aurez défini l'origine, la gravure va commencer ici à 0, et ensuite, elle va graver tout le fichier. On peut aussi ici sélectionner si on veut positionner notre logo au centre. Ça, c'est pratique si jamais on veut, par exemple, commencer au milieu de l'objet. Si on a, par exemple, on a un objet carré ici et qu'on veut commencer la gravure en partant d'ici, en fait, si on génère le point d'origine de notre tête laser, si on la met au milieu de notre table et qu'on génère, par exemple, un point de focale sur enfin, je vais vous montrer après, on génère un point. On sait qu'ici, ce sera notre centre. On place notre centre, par exemple, si on a tracé au crayon papier un centre, on peut le mettre exactement ici et ça va graver au centre. Enfin, en partant du centre. Du coup, ça peut être pratique quand on fait des grands objets et qu'on ne veut pas commencer au point 0 et qu'on veut commencer ici. C'est aussi pratique sur des machines, par exemple, qui n'ont pas de... Alors, il faudra faire attention, par exemple, sur la Horture, qui a des end-stop. La machine, quand elle va faire un home mécanique, elle sera ici. Ça, si on génère un point au centre, elle ne pourra pas commencer si notre point d'origine mécanique est ici et qu'on a généré l'origine par défaut ici. Elle ne pourra pas commencer au centre, puisque le centre sera décalé en négatif. Ça, c'est à faire très attention. C'est pour ça, si vous utilisez une machine avec des end-stop mécaniques et que vous utilisez la position 0, il ne faudra pas oublier de remettre ici le démarrage à 0. Parce qu'elle ne pourra pas commencer en négatif. C'est pas possible. Parce qu'en fait, sur le sRGRBL, le négatif va se positionner au centre. Et ce qui veut dire qu'ici, on sera à 0. Mais tout ce qui ici sera en positif, ici en positif. Et tout ce qui sera de l'autre côté sera en négatif. Ce qui veut dire que la Horture, par exemple, avec les end-stop mécaniques, ne pourra pas commencer à travailler ici. Puisqu'on l'aura mis à 0. Donc là, ça sera bien important de faire attention à vos origines. Donc là, on fait, par exemple, on va graver, ou je sais pas, on va découper par exemple, on va faire une découpe sur du papier. Papier, ça fonctionne très bien. Vous voyez qu'ici, en fonction de la machine que vous allez utiliser, vous allez avoir plein de réglages. Ça, vous pouvez en rajouter vous-même manuellement, ou alors il faut attendre les mises à jour par laser GRBL. De temps en temps, ils en rajoutent. Par exemple, on va faire la Atomstack A5 Pro que j'ai, on va faire ici. On peut avoir également la Horture. La Horture, par exemple, que je vais utiliser dans cette vidéo-là, sera ici. Parce que moi, j'utilise le modèle 5,5 watts. Hein. C'est la plus puissante des Hortures, c'est la Horture Laser Master 2 Pro. Donc là, on va cocher ici. Et là, on veut découper du papier. Donc là, on va sélectionner. Dans la liste, on a plusieurs réglages. On peut faire de la gravure sur de l'acier inoxydable que je vais vous montrer en fin de vidéo. Je vais vous montrer tout ce que j'ai gravé et découpé. Et également les gravures sur des miroirs, sur du cuir et tout ça. Je vais tout vous montrer en fin de vidéo. Vous verrez les résultats que j'ai obtenus avec les réglages qui sont ici. Alors, il est possible que vous ayez aussi à les modifier légèrement. Ça peut aussi jouer sur la matière. Parce qu'en fait, ici, on va vous mettre par exemple des trucs de base. Par paperboard. Ici, on va sélectionner ça pour le papier. On va mettre cut. Alors moi, le papier, je peux vous dire que même la Horture, même à 1000, c'est même beaucoup. On peut même monter à 2000 et elle découpe encore le papier. Si c'est du papier style imprimante, hein, et les 3 passes, c'est pas la peine. Hein. En une passe, vous découpez du papier. Ça, c'est clair et net, vous le découpez. J'ai coupé aussi du papier canson que j'ai découpé pour faire des petits logos et tout, je vous montrerai après. Et franchement, en une passe, ça le passait à l'aise. Après, ça va aussi dépendre de la focale, si elle est bien réglée ou pas, si la table que vous utilisez est bien plane ou pas. Parce que si votre table n'est pas plane, il y aura des zones qui seront mal découpées par rapport à d'autres. Mais ça, malheureusement, des fois il y a des personnes qui débutent et qui vont le poser tout simplement sur une table banale en bois et qui n'auront pas fait un truc complètement plat. Ça, c'est super important d'utiliser quelque chose de plat d'origine. Donc là, on va mettre appliquer. Ici, on ne peut pas modifier. C'est après qu'on pourra modifier ici. Alors là, on va avoir plusieurs choses. On voit que la vitesse qu'on a paramétrée tout à l'heure est inscrite ici d'origine. En fait, ça nous règle la vitesse et ça nous règle la puissance. Alors la vitesse, vous pouvez l'augmenter. Par exemple, vous pouvez mettre, on va mettre 1500 pour découper une feuille. Et là, on va mettre la puissance. Alors franchement, 100% c'est quand même beaucoup. Ça dépend aussi de ce que vous allez découper. Si vous découpez du papier, franchement 100% c'est beaucoup. Après, le papier ne prend pas feu, puisqu'on a un peu d'air qui arrive dessus. Même sans l'air forcé, avec l'air du ventilateur qui est au-dessus, j'ai testé la découpe du papier. Si vous n'allez pas trop lentement, ça prend pas feu, et ça le découpe, et ça fait quelque chose de net. Hein. Voilà. Donc là, on va dire qu'on est prêt. Alors ici, laser mode, vous allez voir qu'on a plusieurs réglages. M3, c'est pour de la découpe. M4, c'est pour de la gravure.
Franchement, c'est mieux d'utiliser M4 pour de la gravure et M3 pour de la découpe, parce que tout simplement la puissance est constante ici, alors que pour de la gravure ici, ce qui va se passer, c'est que quand le laser va arriver sur les bords, il va éteindre sa puissance pour ne pas brûler. Parce que ce qui se passe quand on fait de la gravure, si on a un M3, bah, ça va brûler tous les bords des gravures en fait, tout simplement parce que le laser, bah, il est toujours en puissance constante, il ne réduit pas sa puissance, et au final, bah, ça fait qu'on peut brûler à des endroits qu'on ne voudrait pas forcément brûler. Alors qu'en M4, la dynamic power, en fait, ça va générer des... En fait, la puissance va diminuer sur les petites zones. Ça évitera de brûler complètement l'objet qu'on grave. Donc là, on va faire créer. Et là, ça nous a créé un chemin de découpe. Et vous voyez, comme je vous disais, on est à 0 ici. On est à 0 et on voit que notre fichier de travail va générer une pièce de 59 ici au maximum par 64 ici. Ça, c'est la position que vous aurez sur votre machine pour positionner votre objet. Donc du coup, on va devoir déposer un objet qui fera minimum 64 par 59 ici. Une fois qu'on a généré ça, on va avoir l'option de sauvegarder le programme si on utilise une machine avec un écran. On va générer un fichier NC ici, c'est un G-code, hein, tout simplement. Ce fichier, on va le mettre sur une clé USB ou sur une carte micro SD. Si on a une machine avec un écran ou clé USB. Si on n'a pas ça, on va devoir connecter notre machine ici en USB, on va l'avoir ici dans le port COM, et on va devoir ensuite mettre ici le petit bouton play et on générera la découpe. Et on aura des G-codes qui vont s'afficher ici. De toute façon, je vais vous montrer comment ça se passe. On va brancher la machine et on va faire la petite découpe du logo Harry Potter ici. Voilà, donc je pars du principe que votre Arthur LaserMaster 2 Pro est branché, je veux dire la prise de secteur est branchée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un câble USB. Alors moi, j'ai acheté des câbles USB qui sont suffisamment longs, comme ça me permet de l'espacer quand même pas mal de l'ordinateur, parce que ces machines-là n'ont pas de caisson. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que ça fait pas mal de fumée. Et en général, ce que je fais, c'est que quand je suis dans l'atelier pour vous faire le tuto, par exemple, là, j'ai la fenêtre qui est ouverte, comme ça, la fumée part dehors. Mais normalement, ces machines-là sont dans l'atelier, dans la grange. Mais là, comme il fait -2, ben, j'ai préféré faire la vidéo ici. Donc ce qui va se passer, c'est que là, Arthur, quand on va la brancher, quand vous allez appuyer sur le... Alors n'oubliez pas de réactiver le potard ici, enfin le bouton d'arrêt d'urgence. Ça, c'est pratique d'en avoir un par contre, parce que si jamais ça fait une connerie, que ça prend feu, vous pouvez appuyer dessus. Après, on n'oublie pas que sur la Arthur, on a le détecteur de flamme qui est ici. Et croyez-moi que quand il y a un petit départ, une petite flamme qui se crée, elle s'arrête tout de suite. Et ça, c'est franchement pratique parce que ça nous fait quand même un gage de sécurité qui est vraiment intéressant. N'oubliez pas aussi une autre chose, c'est que quand vous allez graver, vous portez vos lunettes en permanence. Vous ne regardez jamais le faisceau du laser à l'œil nu. Ça, c'est non, c'est clair, c'est non. Vous mettez ça. Ensuite, une autre chose qui pourrait être intéressante, c'est qu'en ce moment, vu qu'on a pas mal de masques avec le Covid, ce que je vous conseille de faire, c'est si jamais ça génère des fumées, vous pouvez mettre des masques. Après, ça va pas vous filtrer la fumée, hein. Vous pouvez mettre des masques avec des cartouches et tout le reste, mais vous pouvez mettre un masque si jamais ça génère des fumées qui vous gênent. La LaserMaster 2 Pro, quand on va l'allumer, on va appuyer sur le bouton Power ici. Si vous l'avez bien branché, ce qui va se passer, c'est qu'elle va faire un home. Vous voyez, elle a un home mécanique. Sur la Atom Stack A5 Pro et sur la Ray 5, par exemple, que je vais vous présenter, on n'a pas de end-stop mécanique, ce qui fait que la machine ne fera pas de home. Ça sera à vous de le générer version logicielle. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a un home mécanique sur cette machine-là, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'après, sur le logiciel Laser GRBL, on va pouvoir déplacer les axes et définir un point d'origine logiciel. Celui-ci sera un point d'origine mécanique qui sera en même temps une sécurité, parce que cette machine-là, vu qu'elle sait qu'elle est à 0 ici, elle ne pourra pas aller plus loin que 40. À 40, elle va s'arrêter, elle va se mettre en sécurité, elle ne pourra pas dépasser. Ce qui veut dire que si jamais vous risquez de taper dans les bords ou quoi que ce soit, elle au moins, elle va savoir que ici elle est à 0, elle ne pourra pas aller plus loin. Et sur toutes les machines laser qui n'ont pas de home mécanique, on n'a pas de limite. Techniquement, on ne sait pas qu'on est à 0 ici. Et du coup, on peut, par exemple, si on fait un point d'origine ici, la machine aura un point d'origine ici, mais elle pourra aller beaucoup plus loin et taper dans les bords. Et ça, c'est pas très intéressant au final. Après, par contre, du coup, cette machine-là, si on veut l'agrandir, il ne faudra pas oublier que dans le firmware, on doit modifier les valeurs de longueur de distance des profilés. Si jamais on met des profilés de 80, on pourra leur dire dans le firmware qu'on est à 80 en longueur maximum. Alors, on va brancher le port USB. Je vous retrouve tout de suite sur le logiciel pour vous montrer comment on installe le pilote. Donc là, vous allez aller dans Support, Software Download. Et là, ensuite, vous allez aller sélectionner ici STM Micro pour Windows 10, Windows 8. Après, ça dépend. Hein, si vous êtes sur un ordinateur 64 bits ou 32 bits, hein, ça sera à vous de regarder dans vos paramètres Windows. Hein. En fait, vous allez appuyer sur la touche Windows et pause. Et ensuite, vous allez aller regarder ici. Ça va vous indiquer si c'est un système 34 bits ou, 32 bits ou 64 bits. Si vous avez un 32 ou 64, c'est super important de regarder parce que l'un ne marchera pas sur l'autre. Voilà. Donc, vous regardez dans vos paramètres Windows et vous aurez votre version à choisir. Donc moi c'est une version 64 bits, donc ça on le télécharge, et après ce qui va se passer c'est qu'il va falloir l'installer et tout le reste. Moi je l'ai déjà installé, donc du coup quand je vais le brancher, le laser ça va le reconnaître automatiquement. Une fois que ça c'est fait, vous allez repasser sur... Alors
Il est possible que vous ayez à redémarrer votre ordinateur, si jamais c'est un ancien PC, par exemple avec Windows 7, Windows XP. Chose qui peut arriver, parce qu'il peut arriver que des personnes utilisent un ordinateur avec Windows XP dans un garage, par exemple un ordinateur basique. Hein, c'est ce que j'ai fait moi quand j'utilise mes lasers dans la grange. En fait, j'ai un PC en Atom qui suffit largement avec un port USB et il est sur Windows XP. Ça tourne très très bien et franchement, le laser GRBL n'a pas besoin de beaucoup plus de puissance. Donc voilà. Donc on télécharge notre pilote, on l'installe et on se retrouve sur laser GRBL. Voilà, donc laser GRBL est ouvert, on a préparé notre fichier que je vous ai montré juste avant. Là vous voyez j'ai branché la Arthur, on reconnaît ici notre port COM6, on le voit automatiquement. Donc là on va cliquer sur connexion. Normalement le laser GRBL va générer un petit son. Quand il fait tout ding, comme vous avez entendu, ça veut dire que la machine est connectée. Si vous la déconnectez, ça fait un ting-dong dans l'autre sens. Ça c'est pratique parce que si jamais vous entendez ce ting-dong, ça veut dire que la machine s'est déconnectée et ça peut arriver que par exemple le câble USB est lâché quelque part. Ou alors, la machine fait également un bip. Là, vous voyez, flamme détecteur, il est activé. Ça veut dire que la sécurité est active. Ça veut dire qu'elle fonctionne. Si jamais je génère une flamme, ici, on va avoir un message d'erreur qui va s'afficher et le logiciel va se mettre en sécurité également. Mais ce qui est bien, c'est que comme on est en port USB, si jamais on désactive notre souci qu'on a eu là, on pourra reprendre le fichier. En fait, on pourra cliquer sur Play ici et la machine, là où elle se sera arrêtée, par exemple si elle s'arrête ici, elle va reprendre le travail et elle va continuer notre travail comme on aura éteint notre flamme. Si jamais il n'y a pas de danger, hein, on va dire. S'il y a un gros danger, ben on arrête tout, on éteint et puis on fait ce qu'on a à faire, quoi. Des fois, la petite diode de flamme détecte aussi sur des objets qui brillent, elle peut croire que c'est en fait un départ de flamme, alors qu'en fait c'est juste des petites étincelles que ça peut générer sur certains matériaux. Notamment le MDF qui a tendance à vite faire des départs de flamme. Ça, le MDF a tendance à vite en faire, surtout sur la Arthur qui n'a pas d'air forcé. J'ai fait un home mécanique tout à l'heure sur la machine. Maintenant, par contre, je vais la reconnecter parce que je l'ai déconnecté pour vous montrer la manip. Vous voyez, à partir du moment où on est connecté, ça active tous les boutons qui sont ici. On a fait un home mécanique sur la machine. Quand on appuie ici, là, ça génère un home mécanique. C'est-à-dire que ça va claquer sur les end-stop. Ça, sur les Atom Stack et sur les machines qui n'ont pas de end-stop, ce bouton ne marchera pas à partir du moment où on n'aura pas généré un home manuel. C'est-à-dire qu'en fait, ici, ce qui va se passer, c'est qu'on a des pas ici pour sélectionner les mouvements qu'on veut faire. Si par exemple, je veux avancer la machine de 200. Ici, on règle la vitesse, si on veut que ça aille plus vite. Vous voyez, la Arthur, ça monte jusqu'à 10 200. Sur les Atom Stack et tout le reste, ça ne monte pas à plus de 3000. Donc ici, si je fais ça, la machine va se déplacer en diagonale de 200 en X et de 200 en Y. Si je refais une deuxième fois, elle va aller au maximum. Là, elle ne peut plus aller plus loin normalement. Vous voyez, je ne peux pas aller plus loin. Tout simplement parce que la machine elle a un home mécanique. Du coup, elle sait qu'elle est à 0, enfin qu'elle ne peut pas aller plus loin. C'est sa position maximum. Sur la Atom Stack, ne faites jamais ça parce qu'elle va chercher à aller plus loin. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est que par exemple, on peut revenir en home ici. Ça, c'est le home qui sera défini avec le petit bouton qui est ici. C'est-à-dire que si j'avance de 200, techniquement, mon point, là, il est à plus de 200. On ne le voit pas là parce qu'il est sorti de la zone. Mais si jamais je fais ici un home, là, vous voyez, ici, j'ai généré un home manuel. Ce home manuel, maintenant, c'est la position par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, le laser, là où je l'ai placé actuellement, là, en sélectionnant ici, il faudra que je mette ma feuille à cet endroit-là pour commencer à travailler. Si je la mets à l'angle 0 de la machine mécanique, ben, le travail va démarrer beaucoup plus haut. Et du coup, ben, on sera complètement hors cadre. C'est pour ça que si jamais vous générez, par exemple, un point au centre que je vous avais dit tout à l'heure, là, vu qu'on s'est placé au milieu du plateau, là, ça peut être intéressant de générer un fichier au centre, parce qu'il sera vraiment travaillé au centre. Mais il faut être plus loin que la position d'origine 0 mécanique. Voilà. J'espère que vous aurez compris un petit peu ce que je voulais dire. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à la position home mécanique. Là, je suis revenu sur le end-stop. Par contre, il ne faut pas oublier de redéfinir le point 0 de travail. Ça, c'est le point 0 de travail, en fait. Du coup, ce qui se passe, c'est que maintenant, on peut mettre une feuille à 0. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lancer la découpe que je vous ai montrée à 0. C'est parti. On va régler notre feuille comme il faut. On va la placer, donc, du coup, dans les positions 0. Vu qu'on n'a pas de... Enfin, on a des end-stop mécaniques ici, c'est pratique. On peut se positionner à 0. Et comme ça, on sait qu'on est à 0. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter une plaque de bois ou quelque chose qui va vous servir de martyr. Là, vous voyez, j'ai sur mon plan de travail, par exemple, c'est fait exprès, c'est un plan de travail qui est fait exprès. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il vous faut acheter une plaque de bois, mais le plus pas possible. Comme ça, vous allez vous servir de martyr. Ce que vous allez faire, c'est qu'avec le laser, vous allez essayer de générer une grille. Hein, vous allez dessiner une grille. Il y en a plein sur Internet, des modèles de grilles qui sont déjà préparés pour cette machine-là. Des G-codes tout près. Ce qui va se passer, quand vous allez mettre en home à 0, ben en fait, elle va vous faire des grilles
de à peu près, je crois que c'est 5 par 5 par 5 par 5. Comme ça, vous allez avoir un quadrillage et vous saurez où placer vos objets. Super important du coup d'avoir une surface le plus plat possible, tout simplement pourquoi pour avoir la focale la plus plate possible. Parce que si vous avez une focale qui est déréglée, qui est bombée ou quoi que ce soit, en fait, vous allez avoir des endroits où ça sera mieux découpé, d'autres ça sera pas découpé parce qu'on n'aura pas assez de puissance, ou il y en aura d'autres qui seront brûlés parce que l'objet est trop haut. Donc pour régler la focale, on prend la petite jauge qui est ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner notre jauge sur la feuille de papier. On va venir desserrer les petites pattes ici. On positionne la tête, le bloc aluminium sur la petite jauge. On retire la jauge. Et là, on peut refaire... Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est comme j'ai déplacé la machine manuellement, il va falloir régénérer un home mécanique pour partir de zéro. Alors si jamais votre feuille ou votre objet se relève un petit peu sur les coins, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser du scotch de peintre, le coller à la surface qui est en dessous, la surface en bois, et du coup, ça vous permettra d'avoir un objet qui sera le plus plat possible. Ça, c'est pas compliqué non plus, et ça peut être utile d'avoir du scotch de peintre à côté. Allez, du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va se remettre en home maison, et on va attaquer la découpe sur le papier. Du coup, on a mis notre feuille de papier, on refait un home mécanique. Ici, c'est grisé tout simplement parce que en fait, cette position-là, elle a été enregistrée tout à l'heure en position home, origine de travail. Donc du coup, là, on n'a plus besoin d'y toucher, elle est déjà prête. Et là, on n'a plus qu'à appuyer sur le petit bouton ici, démarrer le programme. C'est parti. Voilà, c'est terminé. Le logiciel là-bas, il a fait un petit bip pour dire comme quoi il avait fini. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut déplacer ça à la main. Vous voyez? Du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut soit utiliser ça pour faire des autocollants ou faire d'autres trucs à côté, soit on peut utiliser cette partie-là pour faire des pochoirs. Vous le mettez sur un objet, par exemple, comme ça, vous prenez une bombe et ça vous fait des pochoirs. Alors après, je vous conseille de faire quelque chose dans un truc plus solide, un genre du canson, ou même quelque chose qui serait autocollant. Vous pouvez, par exemple, le scotch de peintre, vous pouvez le découper. Ce qui est bien, c'est que comme ça, vous pouvez coller votre scotch de peintre sur l'objet que vous allez faire un pochoir, et comme ça, vous peignez à la bombe et vous avez un logo. Moi, je le ferai ça sur l'épaule de K2SO, par exemple, j'ai le logo de l'Empire à faire, et du coup, je vais découper un pochoir et je le ferai à la peinture. Voilà. Du coup, vous voyez, c'est super simple à faire, et au final, ça nous permet d'avoir un gain de temps, plutôt que d'avoir découpé ça au cutter. Franchement, je vais vous montrer également ce que j'ai fait sur du canson, sur pas mal de petites choses. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un site que j'utilise beaucoup. C'est 3axis.co. Alors, j'utilise beaucoup tout simplement parce qu'il y a des fichiers qui sont déjà tout prêts. Et pour le tutoriel, c'était super pratique de vous montrer un fichier tout prêt. D'ailleurs, ça tombe bien, il y a le dinosaure que j'ai découpé ici. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Donc, on va cliquer dessus. Alors, il y a des pubs. Ouais, il faut des pubs pour que les sites se rémunèrent. Des fois, c'est plus pratique. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que là, vous voyez, on a un fichier. C'est un fichier CorelDRAW Vector. Alors, entre-temps, ce que je vous conseille de faire, c'est d'installer tout simplement le logiciel Inkscape qui est capable d'ouvrir les CorelDRAW Vector. Donc, on va cliquer ici sur Download qui est tout en bas. En général, là, quand vous ouvrez un fichier comme ça, un peu plus bas, vous allez avoir un bouton de Download ici. Vous allez cliquer sur ce lien. Ça va vous télécharger le fichier ici. Vous allez réavoir un bouton de Download. Des fois, ça arrive que ça télécharge tout de suite. Des fois, il faut attendre. Vous voyez, il y a un petit compteur. Tac, ça ouvre. Là, on va télécharger le fichier. Alors, vous voyez, vous pouvez le renommer. Là, ça nous génère des codes. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais l'appeler Dino. On le met sur le bureau. Si on veut le mettre sur le bureau, comme ça, c'est plus facile à trouver tout de suite. Là, on a un fichier CDR. Là, on va aller sur Inkscape. Et là, on va faire New Document. Et là, on va faire ici, fichier ouvrir. Et là, on va sélectionner notre Dino qu'on vient de télécharger, qui va se trouver ici. Dino CDR. Là, on va ouvrir le fichier. Et là, vous allez me dire, il est où notre fichier? En fait, il est ici. C'est juste qu'il s'est placé un petit peu haut là. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire ajuster la page au fichier. Là, on peut aller sélectionner ici la petite loupe. Et là, vous allez sélectionner ici, zoomer sur la page entière. Ce qui fait que du coup, ça va vous le positionner. Vous voyez? Après, si vous voulez un tutoriel plus complet sur Inkscape, sur comment dessiner des fichiers vectoriels et tout ça, je pourrais vous le faire également. Vous voyez que là, notre fichier est découpé en plein de morceaux. Ce que je vous conseille de faire, c'est que chaque petit morceau, ici, on va sélectionner un des morceaux. On va faire copier. On va faire fichier nouveau. On va coller notre fichier. On le colle n'importe où, on s'en fout parce que la position, c'est pas grave. Ce que je vous conseille de faire ici, c'est que la couleur de fond, si elle n'est pas blanche d'origine, vous pouvez le mettre en blanc, comme ça vous voyez plus facilement. Et là, vous allez aller dans redimensionner la page au contenu. Vous allez cliquer ici, ajuster la page au dessin ou à la sélection. Ça va vous positionner tout simplement votre objet. Vous cliquez sur la petite loupe ici, vous revenez vous mettre en position ici. Et là, notre cadre de dessin sera à la position la plus parfaite possible. On sera à 0 de tous les côtés. Hein, notre bord sera vraiment découpé au maxi, je veux dire à la position la plus parfaite pour travailler sur ce fichier-là. Ce qu'on va faire maintenant,
c'est qu'on va faire enregistrer sous. On va aller sur le bureau. On va l'appeler par exemple Dino 1. On va l'appeler Dino 1. On va aller sur laser GRBL. Et là, on va faire fichier, ouvrir un fichier. Et là, on va aller sur le bureau et on va chercher notre Dino 1 qui va se trouver ici. On va cliquer dessus. Et vous voyez, on n'a pas le même panel que tout à l'heure qui s'ouvre. On a juste un panel tout simple. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est de la découpe le plus basique possible. Ce qu'on va aller faire quand même, vu que c'est de la découpe, on va aller dans Open et ça va dépendre de ce qu'on veut découper. Si on veut découper du bois, on va aller chercher notre bois. Par exemple, si c'est du contreplaqué, on va prendre Plywood. On va faire Cut et là, on va sélectionner notre épaisseur. Alors sur du 3 mm, on va voir la puissance qui va, enfin la vitesse qui va diminuer légèrement. Vous voyez, on est à 100 mm par seconde. Par contre, on voit qu'il y a marqué 2 passes. Attention, les 2 passes, c'est pas activé d'office. C'est à vous qu'après qu'il va falloir les régler. Donc là, on va faire appliquer. Là, en fait, c'est ce qui nous suggère. Vous voyez, c'est marqué ici, les réglages suggérés. Donc là, on va faire appliquer. Il va nous mettre 100, puissance 100%, enfin 100% parce que c'est 1000, hein, du coup, c'est en PWM, donc du coup, ça va être 1000. Là, on va faire créer. Là, on a généré notre dino. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que ici, vous voyez le 1. Si jamais vous lancez la découpe, là, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va découper une fois. Si vous mettez ici 2, ça va découper automatiquement une deuxième fois sans que vous ayez à recliquer sur le petit bouton ici. Ça peut être intéressant si vous voyez que vous voulez faire des tests. Si vous voulez tester une fois, voir si ça a découpé et que ça ne l'a pas fait, vous pouvez recliquer une deuxième fois, mais vous saurez que pour la prochaine découpe, vous pourrez mettre 2 passes de base. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'au final, si jamais vous générez un fichier... Alors par contre, c'est une chose que je vais vous dire tout de suite, c'est que si jamais vous générez un fichier pour une clé USB ou une carte micro SD, si vous avez un écran, de base, quand vous allez enregistrer, ça va enregistrer qu'une seule. Ça sera à vous ici de sélectionner, au lieu de faire sauver le programme sur la clé USB, vous allez sélectionner ici Save Advanced Option. Tout simplement parce qu'ici, il va falloir sélectionner le nombre de passes. Vous pouvez mettre par exemple 15 passes, si vous sélectionnez un truc super gros, vous mettez 10 passes. Et là, quand vous allez sélectionner Save, en fait, votre fichier sur la carte sera automatiquement capable de faire 10 passes. Il ne faudra pas oublier de sélectionner ici, sinon ça fera qu'une seule passe sur la carte SD. Donc ça, c'est prêt pour être découpé. Je vais vous montrer les découpes que j'ai fait sur du canson, hein, avec les 5 fichiers là que j'ai générés. Tout simplement, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré un fichier pour tous les 5 petits... Enfin, il y en a 6 là. Les 6 petits dinos, et je les ai découpés sur du canson. Je vous mettrai une petite photo sur le côté à quoi ça ressemble dans la découpe du canson. Alors, le canson, c'est pareil, j'ai testé plein de réglages. Ça sera à vous de voir en fonction de l'épaisseur du canson que vous utilisez. Moi, j'ai utilisé du canson coloré, là, qui n'était pas très épais, et au final, la découpe, ça l'a fait à 1200 mm par minute, ça les a fait à 100%. Ça a réussi à découper le canson. Alors après, ça va dépendre aussi de la machine. J'ai eu de meilleurs résultats sur la découpe, sur la Orture, enfin sur comment dire. J'ai eu de meilleurs résultats sur la découpe sur la Atom Stack A5 Pro et sur la Ray 5 tout simplement parce que, comme je l'ai dit, il y a une petite buse qui souffle beaucoup plus d'air et du coup, la Orture découpe mais moins bien. Il faut en fait, la Orture, il faut limite faire une deuxième passe pour découper le canson avec les réglages que j'avais mis. Sinon, on peut y aller plus lentement, mais le problème c'est que plus on va aller lentement, plus le laser va brûler. Alors que si on va vite et qu'on fait plusieurs passes, on aura tendance à moins brûler. Et au final, je trouve que faire plusieurs passes, mais en allant plus vite, c'est mieux que d'aller moins vite et de faire qu'une seule passe parce qu'on crame tout en fait. Alors attention, si jamais on génère un texte sur Inkscape, on va générer un texte. Par exemple, je vais créer une lettre, là je vais appuyer, je vais faire, je sais pas ce que je vais mettre comme lettre, je vais mettre ABC par exemple, ou ABC. Si jamais vous, même un prénom, je vais mettre mon prénom par exemple, Christophe. Voilà, on génère un fichier. Si vous voulez vous amuser à mettre des polices de texte personnalisées, vous allez en chercher sur internet, hein, vous allez chercher sur Dafont par exemple, vous mettez des polices, vous mettez un texte. Alors attention, c'est pareil, il va falloir générer une taille. Par exemple, ici vous pouvez, par exemple, on va redimensionner à la taille de l'objet là. Là vous voyez, j'ai redimensionné à la taille de l'objet. Cet objet là, on nous dit qu'il fait 76 mm par 10 mm, virgule quelque chose. Cette taille là, c'est la taille que l'objet va faire dans laser GRBL à la découpe. Et qu'on fait enregistrer sous comme tout à l'heure, qu'on va mettre prénom par exemple. On va aller dans laser GRBL. Là, on va ouvrir notre fichier et vous allez voir ce qui va se passer. Du coup, là en fait, il se passe qu'il n'y a rien du tout simplement parce que dans le logiciel, il va falloir ici cliquer sur le prénom et ici aller dans chemin, objet en chemin. Là, on va faire objet en chemin. On va refaire enregistrer. On va réouvrir dans laser GRBL le fichier. Là, on va mettre créer. Et là, vous voyez, ça m'a créé le tracé. Et là, ce qui est bien, c'est que ce tracé-là est plus précis que sur un PNG. Là, on a vraiment quelque chose de bien régulier qui suit ce qu'on a fait dans Inkscape.
C'est pour ça qu'on a une meilleure résolution et c'est pour ça que je vous conseille de faire des logos le plus possible en vectoriel plutôt que de les faire en PNG comme on a fait, comme on a téléchargé au début de la vidéo. Là, vous aurez un meilleur résultat. Et là, du coup, on peut découper ça sur n'importe quel support que la machine est capable de découper. Vous voyez, avec ce fichier-là, maintenant, on peut faire également cette gravure-là sur une lame de couteau en acier inoxydable. Je vais vous montrer comment ça se passe. On va tout simplement graver Christophe sur un couteau. Donc là, on va faire réouvrir le fichier. On va aller le chercher, prénom. Et là, on va aller chercher ici, dans la petite flèche. On va aller chercher, là, on est toujours sur la horture. On va aller chercher Stainless Steel. Vous voyez, ici, Stainless Steel. Le réglage, il nous dit à 100%, à 100 mm par minute, à une passe. On va faire appliquer. On va faire créer. Alors j'ai été chercher un couteau dans le tiroir de la cuisine, j'ai pris le plus basique. Si vous voulez faire des tests, vous prenez des vieux couteaux que vous avez, en général, on en a toujours qui traînent. Il va nous falloir un marqueur permanent, un marqueur noir, le plus noir possible, le plus propre possible, un vrai marqueur, indélébile. L'indélébile sur des lames, après, vous pouvez l'enlever avec de l'alcool, tout simplement. De l'alcool ménager, là, et puis ça fonctionne très bien pour enlever le noir. Il va falloir un chiffon également pour nettoyer tout ça. On va prendre le feutre, on va venir badigeonner notre lame à l'endroit où on va faire la gravure. Là, vous badigeonnez bien la lame. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que l'inox, c'est brillant. Le laser n'est pas capable de graver tout ce qui est brillant. Sur l'aluminium, c'est pareil, vous pouvez générer une petite couche de marqueur noir comme ça. Alors, il y a des personnes qui utilisent tout simplement des bombes d'acrylique. J'ai vu, il y a des bombes qui s'évaporent, qu'on peut nettoyer à l'alcool, c'est des bombes en fait de noir, qu'on badigeonne. Ça marche aussi également sur le verre. Sur le verre, il y a également des bombes de noir qu'on peut badigeonner comme ça, et on peut faire de la gravure laser. Parce qu'en fait, même le verre, il faut justement générer une couche de noir pour pouvoir la graver. Alors, ça marche également sur l'acrylique. Si jamais vous ne laissez pas la couche de film plastique qui se trouve sur l'acrylique, en général, il y a une couche de carton qui permet de le graver plus facilement. Si on l'enlève, l'acrylique, ce qui se passe, c'est que ça ne va pas le graver correctement. Donc, on peut régénérer une couche de noir au marqueur et l'effacer après. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé ma lame. Vous voyez, elle est prête. Là, il y a le marqueur noir dessus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner notre lame sur la surface de travail où on veut la mettre. Alors, j'ai généré un fichier qui fait à peu près 76 de long par 1 cm. Si on veut le placer à peu près au milieu de la lame ici, on va mesurer notre lame. Alors, j'ai généré un fichier au pif, je n'ai pas fait quelque chose de plus précis possible. Si jamais la gravure laser, c'est votre métier de graver des couteaux toute la journée et que vous n'avez pas envie de vous faire chier à mesurer à chaque fois le logo, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer justement un martyr, comme je vous avais dit en début de vidéo, qui sera à une position fixe tout le temps. Votre point d'origine de travail sera toujours le même. Et ce que vous allez faire, c'est qu'en fait, vous aurez juste à générer des logos. Et ce que vous allez faire, c'est que si jamais vous faites de l'impression 3D, vous pouvez vous générer un gabarit sur lequel vous allez venir poser vos lames. Et en fait, ces lames-là ne bougeront plus jamais. C'est-à-dire qu'en fait, elles seront toujours au même endroit. Votre couteau sera à cet endroit-là. Vous aurez votre home mécanique qui, lui, sera enregistré par la machine. Et votre home travail qui sera toujours à cet endroit-là. Après, il ne faudra pas le modifier dans le logiciel. Par contre, il faudra vraiment tout le temps être à cet endroit-là pour travailler tout le temps. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un home mécanique. On va revenir en position 0. Je vais venir me positionner ici avec le logiciel. On ne va pas faire à la main. On va le faire avec le logiciel. On va se positionner. On va générer un point. Par contre, vous voyez que j'ai enlevé le carénage. Tout simplement pourquoi? Parce que en fait, le carénage vient taper dans le manche. Par contre, si vous enlevez le carénage, c'est lunettes obligatoires et personne autour de la machine. C'est-à-dire qu'en gros, qu'elles sont fermées le plus possible et que personne vienne regarder ce qui se passe. Ou alors, il vous faut une paire de lunettes par personne. Moi, je vais prendre la paire de lunettes tout simplement parce que je vais générer un point au laser pour voir à quel endroit je vais placer mon laser. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir régler la focale. Je suggère que vous l'avez déjà fait. Moi, j'ai déjà réglé pour gagner du temps dans la vidéo. Vous réglez votre focale sur la lame avec la petite jauge ici. Donc là, on fait un home mécanique sur la machine. Là, vous voyez la position 0. On ne veut pas cette position 0. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut venir à peu près au-dessus de la lame. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer. On va se positionner le mieux possible. Voilà, on va avancer. Là, vous voyez, j'ai avancé de 50. Maintenant, on peut avancer de 1, par exemple. On n'est pas trop mal. Ce qu'on fait, c'est qu'on va cliquer sur le bouton ici, Focus. On met les lunettes, on appuie sur Focus. Là, vous voyez, par exemple, que je ne suis pas au bon endroit. Si, je suis pas mal, là, en fait. Il faudrait que j'avance un tout petit peu de 1 vers le haut. Et là, on est pas mal. Ça, c'est le point du bas du fichier de travail, par contre. C'est le point du bas. Donc, il ne faut pas hésiter à le descendre un tout petit peu pour avoir la hauteur du logo. Là, maintenant qu'on a généré ça, on éteint le focus. Et là, ce qu'on fait, c'est que maintenant, on va venir cliquer sur ce point-là. Là, on a un point d'origine de travail. Si on revient en home mécanique,
et qu'on met n'importe quelle lame à cet endroit-là, elles seront toujours sur la position de travail. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va commencer le travail de gravure. Vous voyez, elle vient automatiquement travailler sur la zone de travail. Ça, c'est pratique si on a une jauge, comme ça, on peut graver de l'inox toute la journée, on peut faire des couteaux personnalisés pour des gens. Donc là, on va voir, je vais avancer en accéléré, et vous allez voir le résultat à la fin. Donc notre gravure laser sur de l'inox est terminée. On va regarder ce que ça a donné. Donc là, je peux déplacer le laser, vu que maintenant on sait qu'on a une position mécanique définie. Je peux déplacer le laser. Si on avait un gabarit pour les couteaux, vous voyez là, ce que je viens de faire, ça ne gêne pas. Par contre, sur une Atomstack A5 Pro qui n'a pas de capteur, ça, c'est pas la peine de le faire. Hein. C'est foutu. Vous ne pourrez pas le faire. Il faut vraiment avoir une machine avec des capteurs end-stop. Et là, au final, c'est pour ça que je privilégie la Horture pour cette vidéo-là, parce que je peux vous montrer au moins cette méthode-là. Après, vous pourrez toujours faire de la gravure de couteau sur les autres, hein, ça fonctionne. Donc là, vous pouvez voir la gravure sur une lame de couteau. Vous voyez, j'ai fait mon prénom, et franchement, c'est nickel. Et ça, c'est à vie, hein, c'est gravé dans la lame, ça ne bougera plus jamais, quoi. J'en ai fait quelques-uns, j'ai fait des opinels pour l'instant, là, j'ai fait quelques petits trucs, et franchement, c'est super. Vous voyez, c'est vraiment propre. J'ai fait celui-là, j'avais fait la chaîne de Nico, pour ceux qui connaissent. Je sais pas si vous verrez bien. J'avais fait la chaîne de Nico et franchement, franchement, pour faire des cadeaux, les lames de couteau, il peut y en avoir une pétée de choses intéressantes à faire avec la graveuse laser. C'est vraiment intéressant pour beaucoup de projets. Voilà, donc là on a fait la gravure sur le couteau en inox. Maintenant, vous avez vu le résultat que ça donne. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous présenter la gravure en elle-même d'image. Alors on va partir sur ouvrir un nouveau fichier. Et là, on va prendre un fichier, par exemple, on va aller pour les lasers ici, on va prendre une photo. On va prendre ça, c'est un dessin que ma femme a fait. Là, on était sur vectorisation pour faire de la découpe, comme je vous avais montré tout à l'heure sur le fichier PNG. Maintenant, on veut graver cette image-là comme si c'était une photo. Donc là, on va aller dans tracer par ligne, et là, vous voyez qu'en fait, ça va générer, alors on va agrandir au maximum, et là, en fait, ça génère plein de lignes. Toutes ces lignes-là, c'est les passes du laser qui va venir brûler. Et vous voyez que par exemple ici on a du gris, on a des dégradés de noir et tout ça, et je vous montrerai le rendu que ça a eu sur du bois. Alors ces réglages ici, vous allez avoir plusieurs petites choses. On peut jouer sur la luminosité, sur les contrastes et tout ça, parce que vous voyez par exemple ici on peut désactiver l'aperçu des lignes ici. Vous voyez que le fichier, ici il y a des ombrages par exemple, il y a un peu plus de gris ici, il y a du gris ici, il y a des petites zones qui sont plus noires que d'autres, par exemple les lèvres là vous voyez c'est un petit peu plus dégradé, gris. Et toutes ces zones là, en fait quand on va faire à l'aperçu, si jamais je génère le fichier comme tel, là en fait ce qui se passe c'est que des fois ça peut arriver que le laser, ces zones-là les ignore parce que soit il n'a pas assez de puissance. Alors attention, si on a trop de puissance, tout ce qui est noir va être cramé, mais tout ce qui est ici sera, on va dire, enfin visible. Mais ce qui peut arriver c'est que du coup ces parties visibles là seront gravées mais on sera brûlé tout autour. Et ça peut être... il faut bien régler tout ça. C'est-à-dire qu'en fait on va essayer de générer assez de lignes pour que la qualité sur ces petites zones-là soit effective, c'est-à-dire qu'on va voir ces zones-là, on va les graver, parce que si on met pas assez de lignes, par exemple que je mets 2 lignes par millimètre, si je mets 2 lignes par millimètre, ce qui peut arriver, c'est que du coup, ces lignes-là, en fait, ce qui se passe, c'est que la qualité, le nombre de lignes par millimètre, le laser va faire 2 passes pour 1 millimètre. Si on met 6 lignes par millimètre, le laser va faire 6 passes sur une même ligne, enfin sur un même millimètre. En faisant plus de passes sur un même millimètre, on peut réduire la puissance et du coup, on va quand même graver plus. Alors que si on génère moins de lignes et qu'on met pas assez de puissance, du coup, en fait, ça va faire des trucs mais qui seront quasiment pas visibles. Donc c'est pour ça. Le nombre de lignes ici, on peut aller sur le petit i ici. Là, on choisit en fait notre pas par millimètre. Ça, c'est la résolution des moteurs de la machine. Et en fait, après, il va nous générer une valeur ici. En fait, si on génère, par exemple, on veut 8 lignes par millimètre, avec les pas par millimètre, vous voyez, ça nous génère un compte rond. Si on était à 6, par exemple, ici, il faudrait mettre un pas de 6,154. Vous voyez, ça nous génère 654. Ça, c'est super important, parce que si on n'est pas précis, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver avec des lignes, avec des trous. Et en fait, ça améliore la qualité si on génère vraiment quelque chose de précis par rapport au pas par millimètre. Là, si on met 8, par exemple, vous voyez, 854, il me dit que c'est 8. Donc là, on va mettre 8. Là, on va faire suivant. On va aller ici, on va graver sur, je sais pas, par exemple, on va graver sur du plywood. On va faire un grave. Là, vous voyez, on a 3000. On est à 80 de puissance. Là, on va mettre OK. Par contre, il ne faut pas oublier ici, au lieu de mettre M3, on va mettre M4 en Dynamic Power, tout simplement pour éviter de cramer les bords. On va remettre ici taille automatique, si on veut générer une taille automatique, comme ça on a quelque chose de plus précis. Là, vous voyez que notre carte fera 60 par 43. Par contre, on peut faire des cartes de 90 de haut, par exemple. 90 mm de haut.
on aura quelque chose de 64 de large. Par exemple, ça peut être pratique pour utiliser sur les bouts de bois là, qui vous livrent d'origine avec les machines. Là, on aura quelque chose qui sera correspondant à peu près à la carte. Je crois que c'est à peu près 90 par 60. Hein. C'est à peu près des cartes. C'est 90 par 50, je crois même, leur carte. Du coup, on fait créer. Et là, en fait, le logiciel va calculer. Tout ça, ça va nous générer une gravure. Vous voyez, on a techniquement les ombres là qui sont visibles. Ces ombres-là, c'est possible que là, on les voit dans le logiciel, mais si ça se trouve, on n'aura pas assez de puissance. Et en fait, le laser ne les affichera pas. Et au final, il faudra, avant de jouer sur la puissance, on peut également jouer sur le nombre de lignes. Ça peut être intéressant. Alors là, j'ai fait ouvrir un nouveau fichier, mais en fait, on peut recharger le dernier fichier si on veut faire des réglages différents. On peut générer moins de lignes, par exemple. Je vais générer 2 lignes par millimètre. Je vais rien changer au réglage, mais vous allez voir. Vous voyez, mon fichier est moins optimisé et il est moins performant. Du coup, ce qui va se passer, c'est que là, on va graver et en fait, on n'aura quasiment rien sur la surface de travail. Alors que si je fais recharger le dernier fichier, que je fais suivant, que je réduis la vitesse, enfin pas 800, et que je mette à 1000 ici, ce qui va se passer, c'est que là, on aura toujours le même nombre de lignes. Par contre, ça sera plus brûlé. Lui, le logiciel ne le voit pas. Mais le laser va forcément le voir sur la gravure du bois. Ce qui veut dire qu'on aura peut-être moins d'optimisation. Hein. On va dire, au niveau des lignes, on aura quelque chose qui sera dégueulasse. Par contre, ça va se voir. Ça va se voir, on aura un fichier qui sera moins précis. Et si on a des zones avec des petits détails, des petits textes et tout ça, si on a moins de lignes, ça ne se verra pas. Alors que si jamais je fais recharger le dernier fichier, je réaugmente le nombre de lignes ici à par exemple 10. Alors 10 c'est beaucoup. 10 c'est beaucoup. Si vous avez augmenté la puissance et que vous avez réduit votre vitesse ici, vous allez brûler. Vous allez brûler. Par contre, en augmentant le nombre de lignes ici, je peux monter ma vitesse. Je peux me passer à 8000 par exemple. Parce que la Horture, elle est capable. Elle est capable de monter à 8000. On peut rester à 1000. Là, on va faire créer. Là, ça va calculer, ça va nous afficher le fichier optimisé, vous voyez. Là, c'est optimisé. Et là, il est possible qu'on ait des meilleurs résultats. Mais tout ça, ça va vraiment être à vous de jouer sur tout ça. On peut graver ce fichier-là sur un miroir, par exemple. On peut faire suivant. Là, on peut aller dans miroir. Par exemple, on va ici, Playwood, on va choisir miroir. Est-ce qu'ils l'ont mis? Non, ils n'ont pas réglé miroir. Par contre, dans Atomstack, on a le réglage de miroir. Alors, les réglages, vous pouvez les ajouter dans les autres. Hein. Vous pouvez faire vos trucs à vous. Vous voyez, ici, on a miroir. Miroir, il nous dit 80%, 3000. Je vous déconseille de mettre 3000 pour des miroirs parce que franchement, j'ai testé. Moi, pour les miroirs, je suis descendu à 800. Je suis descendu à 800 en une passe et à 100% de puissance, ça gravait le miroir. Par contre, à 3000, ça passait rien, ça faisait que dalle. Donc là, je vous conseille de mettre 1000 et là, vous pouvez même mettre 900, ça passera. Ça passera. Voilà. Donc là, du coup, ce réglage-là, on peut faire sur des miroirs, par exemple. On peut graver sur des miroirs. Je vous mettrai des photos de toute façon à quoi ça correspond sur des miroirs. Si jamais vous voulez plus de tutoriels poussés sur Inkscape, sur créer des dessins, parce que là c'est des fichiers que j'ai récupérés, mais on peut également créer des dessins. On peut créer des cercles, des découpes, des trucs comme ça. Tout ça, si vous en voulez des réglages sur ça, enfin si vous voulez faire des ateliers comme ça, vous me demandez et je vous les ferai. Voilà. Avec tous ces petits réglages que je vous ai indiqués là, je pense que vous avez de quoi déjà vous amuser. Vous voyez, par exemple, là on va repasser sur le mode gravure. On va recharger le fichier. Là on peut jouer sur d'autres trucs. On peut par exemple faire des gravures en pointillés. On peut faire des pointillés. Après, on peut choisir l'orientation des pointillés. On peut choisir le motif. Par exemple, on peut faire Syrah, on peut faire d'autres motifs. Alors, le pointillé, j'ai remarqué que ça marche bien aussi sur les photos. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que ça crame en ligne, en ligne, en ligne. Ça fait que des lignes pour cramer. Mais là, si on fait des petits points, vous voyez, on va mettre des petits points par exemple. Ça génère un G-code totalement différent et en fait, c'est que des petits points. Ça génère des textures qui sont vraiment sympas. Et j'ai remarqué que sur certaines photos, le mode petit point était plus efficace que le mode dégradé par ligne. Ça, c'est à vous de vraiment trouver, de faire des tests en fonction de ce que le client va vous demander. Si jamais vous faites ça pour des clients ou si vous faites ça pour vous, c'est vraiment à vous de vous amuser à trouver le réglage que vous voulez. Vous voyez, par exemple, sur un logo noir et blanc comme ça, je ne vais pas mettre des petits points, ça sert à rien. Je vais mettre ça en tracé ligne par ligne et là, on aura quelque chose de plus efficace. Alors après, on peut graver en horizontal, on peut graver en vertical, c'est-à-dire qu'en fait, le laser va faire des montées-descentes, montées-descentes. Ça, par contre, je suis pas trop fan sur ces machines-là. Je préfère faire de l'horizontal. Diagonale, c'est pas mal aussi. On fait en diagonale. Par contre, au final, là où c'est plus efficace, moi, je préfère en horizontal. En diagonale, ça marche bien sur certaines photos avec des dégradés. On n'oubliera pas également en mode gravure de mettre en M4. C'est super important. Si vous refaites de la découpe, n'oubliez pas de repasser en M3. Tout simplement parce que vous aurez plus de puissance et au moins vous aurez de la puissance constante sur de la découpe. Sur de la gravure, un M4, c'est très bien. Voilà. Donc là, si on veut faire graver le logo Wanao France, par contre, normalement, là, il aurait dû m'effacer l'autre truc, parce que là, j'ai fait recharger le dernier fichier, du coup, il me l'a soudé. Il faudrait que je refasse à 0. Là, il faudrait refaire 0. Tac. Et là, ça efface le fichier d'avant. Voilà.
voyez. Donc là, on est bon. On est prêt à travailler. Je pense qu'avec tous les réglages que vous avez là, déjà, vous pouvez quand même vous amuser un paquet de fois. Et si vous avez besoin de réglages plus poussés, peu importe ce que vous avez besoin, après, vous pouvez toujours rajouter des réglages ici. Hein, vous voyez, vous pouvez générer une database, là, vous pouvez rajouter des nouveaux matériaux. Vous pouvez cocher ici. Vous voyez, je peux changer je peux rajouter plein de choses. Je peux changer le nom. Je peux mettre, je sais pas moi, ça. Je peux générer un réglage, taper réglage. Vous pouvez créer vos propres réglages. En fait, je vais taper par exemple alu. Je vais mettre cut. Là, on va générer un réglage. Par exemple, on va mettre. On peut pas découper de l'alu, mais je vous dis ça au pif, hein, comme ça. Là, on va mettre 150. Là, on fait ça. Et là, on a créé un réglage. Là, on a créé un réglage. Ce réglage-là, il est créé. Si jamais je vais dans Fichier, ouvrir un fichier, je vais prendre ça, par exemple. Là, je vais faire suivant. Là, on va aller chercher notre réglage qu'on vient de créer. Là, la machine s'appelle, je sais pas quoi, là, ce machin, bidule truc, là. Vous voyez, ça a créé... Bon, il n'y a qu'un seul réglage, parce que j'en ai pas rajouté d'autres. Mais après, si jamais vous voulez rajouter des épaisseurs dans des matériaux et tout ça, ça peut être intéressant également. Hein, dans Paramètres, vous pouvez... Donc, matériel DB, là. Vous voyez que, par exemple, ici, j'avais un truc tout à l'heure, c'était Plywood. J'ai 3 mm. Je peux dupliquer cette ligne-là et me faire une ligne Plywood cut. Et je peux me faire une ligne de 5 mm. Et, par exemple, on peut changer la vitesse en plus basse. Augmenter le nombre de passes. Vous voyez ? C'est à vous de créer vos réglages. Vous pouvez en télécharger sur internet. Il y a des personnes, je pense, qui en donnent. Vous pouvez faire importer des réglages ici. Vous pouvez faire tout un tas de choses. On se retrouve pour la conclusion. Voilà, donc j'espère que cette petite partie laser GRBL vous permettra de faire pas mal de petites choses. Alors, si vous voulez mon avis, aujourd'hui, s'il fallait choisir entre la Tomstack A5 Pro et la Arthur Laser Master 2 Pro, ça serait plus une question de ce que vous allez faire. La Tomstack A5 Pro, j'ai relevé qu'elle était plus efficace au niveau de découpe, tout simplement parce qu'ici, on n'a pas le petit évent, comme je vous avais dit, l'espèce de petite buse. Et au final, Arthur l'ont sorti maintenant, donc les nouvelles versions auront la possibilité d'avoir l'option avec l'espèce de prise d'air forcée. Là, pour la découpe, au final, la Arthur reprendra sa place. Et au final, pour moi, la Arthur, niveau gravure, par contre, elle est devant. Elle est devant, mais c'est pas à cause de la puissance du laser. Les deux machines ont exactement la même puissance. Si on les met tous les deux à 3000 mm par minute, on a exactement les mêmes choses. Et au final, même que je trouve que la Arthur est légèrement plus précise sur la focale. Là, au final, voilà. C'est vraiment minime, hein, c'est vraiment très minime. Mais là où la Arthur se place devant, c'est pour la rapidité. On peut monter jusqu'à 10 000 mm par minute. Et là, pour de la gravure, on gagne énormément de temps. Et comme vous avez vu sur le logiciel, on peut générer des lignes pour augmenter la qualité de notre gravure. Là, au final, vu on va mettre plus de lignes, on va mettre plus de temps. Sur la Arthur, on rattrape ce temps avec la vitesse. Donc voilà. Donc pour moi, si on devait en choisir une ou l'autre, ça c'est vraiment une question de goût. Après, j'avais fait la modif de l'écran sur la Tomstack A5 Pro. Mais au final, la Tomstack ont sorti un autre modèle, la X7 Pro, je crois qu'il va sortir. Il y a déjà un écran intégré à l'avant. Et au final, je vais vous en présenter une dans la semaine là qui a déjà un écran intégré, c'est la Ray 5 de longueur. Qui au final, elle a l'écran, elle a le Wi-Fi, au final, elle a toutes les features qu'aujourd'hui je cherche sur une laser. Et en plus, elle a même d'autres features, elle a aussi le détecteur de flamme. Par contre, elle n'a pas de N-stop. Et là au final, c'est le petit truc que je trouve dommage. Parce que le N-stop, pour moi, c'est quelque chose que j'utilise énormément. Parce que vous voyez, j'ai un N-stop mécanique. Et au final, je peux générer des positions de travail en revenant à l'aube mécanique. Et après, je peux revenir travailler comme je veux, quoi. Parce que si jamais je déplace la machine à la main, au moins je sais que je peux revenir en home mécanique avec le logiciel et après je peux retravailler à l'endroit où je m'étais arrêté. Ça c'est pratique au final d'avoir les end-stop. Donc voilà. Après on peut peut-être faire des modifs sur les autres machines pour rajouter des end-stop, mais bon, c'est pas. Enfin je vous présente le produit tel qu'il m'a été envoyé, je peux le modifier. J'avais fait également la modif d'écran sur la Arthur, mais au final c'est un truc à bidouiller, il faut faire de la soudure, il faut rajouter un convertisseur de tension parce que le VCC est en 24 volts. Ça, quelqu'un qui débute, c'est pas la peine. Cette partie-là, franchement, c'est pas la peine. C'est pour ça, si vous choisissez ce genre de machine-là, essayez d'avoir un atelier ventilé, genre une grange, et au final, mettez un PC portable à côté, comme ça, au moins, vous pourrez rester dans une zone ventilée, et au moins, vous risquez pas de vous intoxiquer. Ne mettez jamais ce genre de machine-là dans un bureau, parce que franchement, c'est pas la peine. Surtout si vous gravez des miroirs ou des surfaces toxiques, genre le MDF, ça fait ça pue avec la colle. Les miroirs, il y a une espèce de substance avec l'argentine qu'ils utilisent, ou je sais pas quoi là, ça pue. Et franchement, j'ai mis le laser sur la table, mais dehors. Parce qu'au final, je suis en extérieur, au moins ça risque rien, quoi. Mais franchement, voilà, quoi. Donc vous aurez vu sur le côté, je vous mettrai quelques gravures et découpes que j'ai fait, hein, les miroirs et tout ça, les résultats que j'ai obtenus. Je ne vais pas m'éterniser sur les résultats, parce que les résultats seront différents chez tout le monde, parce que chaque personne aura ses besoins. On a fait quelques gravures sur des couteaux, hein, vous avez vu le rendu que ça a eu. Franchement, parce que l'inox, on me l'a beaucoup demandé. Donc je vous ai montré ce qu'on est capable de faire sur l'inox. N'oubliez pas qu'il faut noircir la lame avec du marqueur ou des bombes exprès. Sur le verre, ça marche également, mais après, de toute façon, c'est pas la dernière vidéo que je ferai sur du laser. J'ai beaucoup d'autres projets.
J'ai des découpes pour R2D2, des panels à faire pour mes LED, mes éclairages et tout. J'ai beaucoup de choses à faire. Et tout ça, ça sera sujet dans des vidéos DIY. Hein, création sur les robots, sur les droïdes et tout ça. Ne vous inquiétez pas, tout ça, ça arrive. Donc voilà. J'espère que cette vidéo GRBL vous aura plu, laser GRBL, parce qu'en fait c'est plus ce laser GRBL que j'ai parlé dans cette vidéo-là que des machines en elles-mêmes. Voilà. Donc on se retrouve bientôt sur ma chaîne YouTube. Alors n'oubliez pas, il y aura la présentation de la longueur Ray 5 dans pas longtemps, là. C'est aussi une graveuse laser, et je pense qu'elle vous décevra pas non plus, parce que c'est une très bonne machine qui permet de faire des belles choses. Voilà. Donc à bientôt sur ma chaîne YouTube, c'était NeoProDFX. Tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight that